On apprend aujourd'hui qu'Enzo Mio, qui était annoncé un temps à l'Atlético Madrid, hein, et qui donc est à Stuttgart. Je rappelle qu'il était formé à Monaco, donc il a fait 4 ans à Stuttgart. Et ben, il va partir à Al Ahly en Arabie Saoudite. Alors d'autres jeunes joueurs sont partis en Arabie Saoudite cet été. Il y a déjà eu des débats dans l'after sur Zézé, sur Boisbré. Voilà, merci, merci Walid. Boisbré, le jeune qui aurait pu également partir à Marseille. Bref, et évidemment, c'est des choix de carrière étonnants. Enzo Mio, on a encore un niveau en plus parce qu'Enzo Mio, comme je le disais avant la pub, c'est le capitaine des espoirs dans l'absolu. Donc là, on est quand même sur on va dire un jeune qui a devant lui sans doute un parcours linéaire qui peut l'emmener au très haut niveau et dans des très grands clubs européens. On nous a expliqué il y a quelques jours que maintenant, ça pouvait faire partie d'une stratégie d'aller en Arabie Saoudite parce qu'on peut revenir d'Arabie Saoudite désormais dans des grands clubs. Est-ce que toi, tu valides cette stratégie si tu avais dans ton écurie de joueurs un jeune comme ça, courtisé par les Saoudiens? Est-ce que tu validerais le fait de dire, bah tiens, on va aller en Arabie Saoudite pour revenir plus fort? Bon, déjà par principe, on est à disposition du joueur. Donc l'idée c'est de proposer toutes les opportunités qui peuvent s'ouvrir. Donc par principe, on écoute tout. Oui. Et même si on considère que le joueur est fait pour le top niveau européen. Mais là, c'était à l'Atlético sur la table et à Al Ahly. Oui, effectivement, mais bon, encore une fois, il faut regarder la situation contractuelle et puis il faut regarder ce qu'ils offrent. Donc aujourd'hui, ils ont réussi à gagner un petit peu de notoriété à travers des joueurs plutôt expérimentés, des grands noms qui leur ont permis de s'installer dans le paysage, on va dire. Et puis maintenant, ils arrivent à la phase 2 de leur stratégie, qui est de recruter maintenant des joueurs qui vont être en pleine force de l'âge et même maintenant de se positionner sur le marché des jeunes talents. Donc c'est quelque chose qui va se développer encore pendant plusieurs années. Enfin, c'est le sentiment qu'on a aussi parce qu'ils ont beaucoup développé tout ce qui est scouting au niveau du recrutement. Ils ont embauché beaucoup de directeurs sportifs, de chief scouts européens qui connaissent le marché, qui ont identifié les meilleurs joueurs qui sont éventuellement recrutables, on va dire. Et donc, ils se positionnent comme des très bons clubs en Europe, sauf qu'ils ont les moyens de leur donner des salaires disproportionnés qui font que forcément le joueur se laisse tenter. N'oublions pas, dans le joueur professionnel, il est professionnel, donc il joue pour l'argent. Oui, mais justement, voilà. La vraie question, Bruno, c'est, en gros, c'est clair, est-ce qu'ils vont là-bas juste pour le sac d'oseille ou est-ce qu'ils ont quelque chose à gagner dans leur carrière autre que financier? Non, je pense que l'idée, en tout cas pour les jeunes joueurs qui vont là-bas, c'est de se dire, bon, quoi qu'il arrive, de toute façon, si ça marche bien, je prendrai l'intégralité du contrat. Si ça marche moins bien, de toute façon, j'ai la possibilité de ressortir. On le voit bien avec certains jeunes joueurs qui sont partis. Je pense par exemple à Gabri Veiga, qui est parti du Celta et qui est déjà reparti, qui a signé à Porto. Là, par exemple, Caio César, qui avait quitté et qui était à Al Ahly, le plus grand club, qui cherche à être prêté en Europe. On l'a bien vu. Ouais, non, effectivement, John Duran, c'est parce que lui, il change d'avis un peu tous les jours. Apparemment, il est un peu instable. Mais on l'a bien vu à travers des joueurs aussi comme Seko Fofana qui était parti là-bas et puis qui est revenu assez rapidement. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que en général, lorsqu'ils reviennent ici, en termes de transfert, ça coûte beaucoup moins cher. Donc le joueur il se dit si j'arrive à tenir 1 an, 2 ans, 3 ans, même si les conditions de vie sont pas celles qu'il rêve, il a la possibilité de revenir. Et puis, il a aussi un contrat, et donc, même dans son départ de là-bas, il ne repartira pas les mains vides. Non, oui, alors, donc, ça veut dire qu'il y a une stratégie financière de se dire, bon, allez, on coffre en début de carrière, oui, et derrière, on verra ce qui se passe. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière, c'est qu'on va avoir un marché, aujourd'hui, les très très jeunes vont commencer leur carrière à 23 ans, ou vont la commencer à 26 ans. Mais est-ce qu'ils ont encore la dalle? Ça, c'est autre chose, parce que quand tu prends ces montants-là, est-ce que demain, un Nathan Zézé qui prend 400 000 nets par mois, est-ce qu'il va vouloir revenir parce que je rappelle que Zézé va en Arabie Saoudite avoir un salaire supérieur à celui de Rabiot, par exemple. Oui, non, mais en net,
net. J'avais déjà expliqué, mais il prenait 30 000 € bruts à Nantes. On lui proposait 70 000 € net par mois à Villarreal et il va prendre 400 000 net à Neom. Donc, oui, d'accord, mais après, il y a quand même le problème où le choix, l'argent, bien sûr, et moi je ferais la même chose à leur place. Ils se mettent à l'abri, ils mettent leur famille à l'abri. Moi, je ne juge pas et il n'y a aucun problème là-dessus, aucun jugement négatif. Par contre, le problème, c'est que quand tu vas revenir, est-ce que tu vas avoir la grinta, est-ce que tu vas avoir le dépassement de soi, est-ce que tu vas avoir l'envie d'aller chercher quelque chose? Tu veux dire que l'Arabie Saoudite peut te tuer? Mais ta carrière. Broyé par le football business. La par contre, motivation, riche grâce au football business, mais João Félix, qui, c'est pas l'Arabie Saoudite, mais 120 millions, un salaire pharaonique. Mais donc il n'y a pas besoin d'aller en Arabie Saoudite pour tuer sa carrière. Oui, non, mais il n'y a pas de souci. J'ai pas dit qu'il y avait besoin d'y aller là-bas pour la tuer. Par contre, il y a une chose, voilà, moi c'est la phrase de Michael Jordan qui dit qu'à son époque, la grosse différence avec les jeunes de maintenant et son époque, et au football c'est pareil, c'est qu'avant tu payais un mec pour son talent, maintenant tu payes un mec pour son potentiel. Mais le potentiel, ça garantit absolument rien. Et le potentiel, non seulement ça ne garantit absolument rien, mais en plus à payer un mec alors qu'il n'est pas du tout stable psychologiquement pour assumer ce genre de montant, que ce soit par l'entourage, par la vie de star, par la vie de footballeur, et bah souvent, malheureusement, il y en a qui restent à quai les poches pleines jusqu'à ce qu'elles soient vides, et ensuite ils se retrouvent tout seuls, et c'est beaucoup plus difficile pour finir leur vie. C'est le football actuel, tu parles avec beaucoup d'entourage. Mais c'est quand même une catastrophe. Non, bien évidemment, mais tu parles avec beaucoup d'entourage ou beaucoup de joueurs, les mecs ils te disent entre gagner la Ligue des Champions et terminer avec 20 millions sur mon compte en banque. Ils ont vite choisi. Ils ont vite choisi. Mais ça, je l'entends, mais c'est quand même ultra triste. La Ligue des Champions, le trophée de la Ligue des Champions qui restera dans ton musée. Il y en a combien de joueurs qui ont gagné la Ligue des Champions? Par contre, quand tu as 50 ans, 60 ans, tu auras ton compte en banque plein à craquer. Et ben, ce sera différent. Voilà, c'est une manière de voir les choses. Moi, je ne vais pas les juger. Je pense aussi qu'un Enzo Mio, dans 2-3 ans, moi, je reste persuadé qu'il reviendra en option d'achat à Rennes dans 3 ans. Avec un, ou à Nice. Non, mais à Rennes est-ce qu'il aura le drive? Est-ce qu'il aura le drive? Mais il aura 27 ans. Mais il aura 27 ans. Quand je vois El Arabi jouer à Nantes aujourd'hui à 38 ans, alors qu'il avait fait un choix financier à 24 ans, voilà, tout dépend de la mentalité des mecs, tout dépend de ce qu'ils veulent faire. Et puis, encore une fois, Enzo Mio, moi j'aimais beaucoup le joueur à Stuttgart, mais je vais bien dormir la nuit si je vois pas Enzo Mio sur le terrain. C'est pas très grave. Moi, je pense que tous les meilleurs joueurs, les meilleurs jeunes, ils restent quand même en France. Enzo Mio, c'est quand même un gros prospect. C'est un gros prospect, mais il a 24 ans, il joue à Stuttgart. Je dis juste que un Akliouche, un Ben Seguir, un Désiré Doué, un Cherki, tous ces mecs-là, les Jacquet et tout, ils sont. On a quand même vécu une époque où, et après on laisse la parole aux spécialistes, mais et particulièrement notre spécialiste, on a quand même tous vécu une époque où les choses avaient encore un prix, quoi. Je veux dire, il y a un mec, il avait. C'est les salaires. Mais un mec de Nantes, il avait pas 400 000 nets, voilà. Oui, mais c'est en Arabie Saoudite. Mais peu importe, en fait. On a vécu quand même une époque où t'étais un bon joueur, et t'allais dans un gros club de Ligue 1. Mais si les mecs se gavent. Mais tout est vérolé. Moi, j'ai pas un problème si les mecs se gavent. Il y a des questions quand même, Bruno, sur le niveau du championnat saoudien. Non, ce qui est génial, c'est que, j'en parlais encore récemment, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, même en restant en France, on parle de joueurs qui gagnent excellemment bien leur vie très jeunes. Pour autant, en fin de carrière, bizarrement, ils ont presque moins d'argent que les autres avant. Donc, mais bien sûr, parce qu'ils ne sont pas structurés, parce qu'ils n'ont pas pu se structurer. Comment tu veux te structurer quand tu as 18 ans, tu as 300 000 par mois? C'est une question d'accompagnement aussi. Ils ont des trains de vie de fou, là. Ils sont tous à Mykonos en train de lâcher du 50 balles par jour. Oui, mais c'est parce qu'en réalité, sur ces deals-là, c'est pas eux qui décident. C'est autour d'eux. Donc, c'est autour d'eux. Bon, généralement, la famille joue un rôle qui n'est pas négligeable. Mais parce que effectivement, et je le répète souvent aux joueurs que j'ai accompagnés, il y a une vie après le football. Il y a une vie après le football et elle est beaucoup plus longue que celle du football. Donc, on va certainement pas les blâmer s'ils ont la possibilité de faire 2-3 ans là-bas et puis d'amasser un pactole important. Après, le niveau footballistique, il y a quand même de bonnes équipes, de bons joueurs, des bons entraîneurs. Donc, ils sont vraiment en train de professionnaliser. Par contre, il faut pas occulter un point, et ça me paraît important quand même de le rappeler. Il y a encore beaucoup de clubs qui ont du mal à respecter leurs obligations contractuelles stricto sensu. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui ont encore du mal à toucher leurs sous, sur des deals. Ouais, beaucoup de petits clubs, même de D2. Mais bon, quand on voit Neom qui vient de la D2, je veux dire, ils ont un gros travail à faire encore aujourd'hui
pour bien structurer tout ça et puis pour faire en sorte que, parce que on parle toujours des clubs du PIF ou oui, Al-Qasaya qui est le fonds souverain saoudien qui avait lancé le championnat donc, saoudien. Ouais. voilà, qui sont les 5 clubs. Donc, Al-Ahly fait partie des clubs très riches. Donc, aujourd'hui, ils ont la possibilité de faire mieux. Et effectivement, ces clubs-là ont des sommes à leur disposition absolument phénoménales. Et donc, ils essayent de faire un championnat compétitif. Et aussi, leur idée, c'est d'équilibrer un peu la compétition dans le sens où ça sera pas le même qui va gagner chaque année, parce que Al Hilal, il gagne le championnat 10 fois de suite, quoi, là-bas, d'habitude. Hein. Donc, ça va changer. Cette année, c'est Etihad qui a remporté. Peut-être l'année prochaine, ce sera Qassadiyah. Ils ont fait des recrutements extrêmement importants. Après, ils ont pris Retegui, il y a quand même... Ouais, bah oui, donc et il y a un truc qui vous aura pas échappé non plus et qui favorise le phénomène, c'est que le football français, en tout cas, est dans une difficulté importante actuellement. Et donc, quand il y a un club qui reçoit une offre de ce montant-là, on l'a bien vu avec Nantes, bah forcément, ils sont dans l'obligation de l'étudier sérieusement et puis de se dire on va trouver quelqu'un pour remplacer Nathan Zézé, quoi. On en a parlé en début d'émission avec Guessant pour Nice. Oui, Guessant, c'est effectivement, manifestement, il a décidé une autre approche de carrière. Et il tient absolument à rester dans le très haut niveau ici en Europe. Et donc, là, c'est plus effectivement le club qui probablement sent que il n'aura pas d'offre en Europe du même Maccabi que ce que l'Arabie pouvait offrir en termes de transfert.